Épisode 7. La souche québécoise. Bonjour tout le monde, bienvenue au 7e épisode du Parti royaliste du Québec. Aujourd'hui, je vais parler de l'opinion très personnelle que j'ai de ce qu'on peut appeler la souche québécoise. Je dis que c'est une opinion personnelle dans le sens que ce que je vais affirmer, c'est ma vision personnelle et c'est pas une ligne de parti. Dans le fond, je crois que n'importe quel nationaliste devrait être libre d'avoir sa propre vision personnelle sur ce sujet. Je tiens quand même à partager ma vision. En tant que chef du Parti royaliste du Québec, je propose à la nation québécoise un nouveau régime politique. Si je me suis embarqué dans une telle démarche, c'est que j'ai la conviction que le régime proposé est en accord et en harmonie avec ce que nous sommes en tant que nation, en tant que peuple, notre identité. J'ai déjà expliqué dans les précédentes capsules la grande base du régime instauré, nommé le Royaume populaire. Maintenant, je vais expliquer en quoi ce système est, selon moi, compatible avec ce que nous sommes. Avant de trop m'embarquer dans ce sujet-là, je tiens à préciser que je suis loin de me considérer comme un grand anthropologue et que c'est sans aucune honte que j'admets que qu'est-ce que je vais vous partager, sauf quelques données précises, c'est plutôt appuyé sur mes sentiments et mon humble compréhension des choses que sur des phénomènes que je tiens pour vérifiables, hors de tout doute raisonnable. Si ce que je vais partager peut en rejoindre, tant mieux. Sinon, eh bien, vous pourrez m'accuser de dire n'importe quoi, puis ça ne sera pas plus grave que ça. Qu'est-ce qu'on est, le peuple québécois? Eh bien, fondamentalement, on est un peuple français. Charles de Gaulle lui-même nous considérait comme tel. Je sais qu'à Louisville en particulier, une vague se lève de volonté pour que le peuple français du Québec prenne en main ses destinées. Mais on n'est pas simplement un peuple français. Les contacts importants que les colons français ont eus avec les Autochtones ont marqué les racines de notre peuple. Et du moment que ce contact a eu lieu, ça nous a rendus différents d'un peuple français qui n'aurait jamais eu ce type de contact. Il y aurait environ 2/3 des Québécois qui auraient des gènes autochtones selon les plus récentes études à ce sujet. Et dans l'ensemble, le patrimoine génétique québécois est composé entre 1 et 2% de gènes autochtones. C'est pas beaucoup que certains pourront dire, mais en génétique, j'ai pas l'impression que c'était une question de quantité que de caractéristiques ou de qualité. Vous savez, il paraîtrait que tout être humain partage 70% de son patrimoine génétique avec la mouche domestique. Mais c'est aussi possible que l'influence que les Amérindiens ont eue sur notre peuple ne soit pas tant au niveau biologique que culturel. Bon, j'entends déjà les grands défenseurs des minorités s'élever pour crier à l'exclusion. Le nouvel arrivant qui vient d'un autre pays va se sentir exclu de ce que j'appelle la souche québécoise. Mais si le nouvel arrivant fait des enfants rendus ici, et que ces enfants font des enfants et ainsi de suite, à un moment donné, il va y en avoir là-dedans qui vont s'être accouplés avec des Québécois ou des Québécoises de souche. Donc, éventuellement, les descendants des nouveaux arrivants finissent eux aussi par être descendants de Québécois de souche, en plus de posséder le patrimoine particulier de l'endroit d'où leurs ancêtres immigrés proviennent et de contribuer ainsi à la diversité du patrimoine québécois. Donc, même en étant ouvert aux nouveaux arrivants, ça reste quand même pertinent de comprendre nos racines. Car ça sera toujours nos racines et la racine d'à peu près tous les Québécois, du moment que les nouveaux arrivants ne sont pas fermés à l'idée de procréer avec nous. Dans le but de caractériser rapidement la souche québécoise, je vais prendre simplement un trait de notre peuple que je juge pouvoir attribuer à notre ascendance française et un autre trait que je juge pouvoir attribuer aux Amérindiens. C'est certain que notre peuple a plus que 2 traits, mais j'ai choisi d'en traiter seulement de 2 qui, à mon avis, semblent les plus évidents. Et je le répète, je parle en fonction de mon opinion personnelle. Et je prétends pas qu'il y a de quoi de scientifique là-dedans. Le premier trait, si on prend celui qu'on peut associer au peuple français, c'est ce que j'appelle le sens de l'organisation. En fait, c'est une caractéristique qui est partagée, à mon avis, par l'ensemble des peuples issus de ce qu'on peut appeler la civilisation occidentale. Sans vouloir manquer de respect à personne, c'est une caractéristique qui ne semble pas répartie équitablement chez tous les peuples de la planète. En fait, c'est un peu le principe derrière l'histoire du colonialisme. Des pays organisés qui profitent d'un avantage organisationnel pour organiser des pays moins organisés dans le but d'en exploiter les ressources.
Le sens de l'organisation au sein de la civilisation occidentale, ça remonte à loin. L'histoire de l'Empire romain, il y a plus de 2000 ans, en est remplie d'exemples. Il faut prendre un exemple plus français. On peut se reporter à l'époque du royaume des Francs, qui est en quelque sorte l'ancien nom pour désigner la France. Aux alentours des années 800, Charlemagne, qui en était le roi, a beaucoup travaillé pour construire des écoles afin d'apprendre à son peuple à écrire et à compter. Entre autres, à cause de ça, l'histoire tend à lui attribuer une certaine grandeur d'âme, parce qu'il tenait à ce que les gens soient éduqués. Mais il faut aussi avoir à l'esprit qu'il devait être conscient qu'il avait besoin de monde pour administrer son empire. Un peu plus tard, au Moyen Âge, on arrive avec le système féodal. Bon, on peut être porté à juger cette époque sévèrement, étant donné la dureté de ses mœurs, mais il y avait quand même tout un système administratif en arrière de ça, avec des registres, des comptes. Tout ça était tenu à la main, sans électricité, sans ordinateur ni téléphone. Ensuite, quand on arrive au Québec, on raconte que longtemps, les rôles traditionnels dans les familles ont été que les hommes travaillaient au champ, dans le bois ou dans les usines quand elles ont commencé à apparaître, tandis que les femmes s'occupaient de gérer le foyer, les enfants, la nourriture et l'argent. Ces femmes-là, il n'y avait pas toutes des maîtrises en comptabilité de gestion, mais avaient quelque chose en dedans d'elles qui faisait qu'elles étaient capables d'organiser. À notre époque maintenant, le paysage économique québécois foisonne de petites et moyennes entreprises. C'est en quelque sorte le tissu de notre économie. Et c'est encore un exemple qui montre que le sens de l'organisation est une caractéristique assez répandue dans notre population. Mais là, quelqu'un pourrait poser la question, si on est si bon que ça pour s'organiser, comment ça que lorsqu'on considère l'État et le gouvernement, on a l'impression que ça saute aux yeux, que c'est pas efficace, tellement que ça a même l'air désorganisé? Je suis d'accord avec ça, et pour moi, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui cloche. L'impression que ça donne, c'est que l'État québécois est plutôt organisé pour servir autre chose que le bien commun. Je suis pas en train de dire que tous les employés de l'État sont mauvais ou mal intentionnés, mais un citoyen qui, avec un minimum de sens de l'organisation, regarde ça, risque de trouver que c'est plein de gaspillage et d'abus. Puis ces gaspillages puis ces abus-là profitent fort probablement à quelqu'un. Maintenant, par rapport à l'apport autochtone dans nos racines, je vous avoue que je ne suis pas particulièrement près de la culture autochtone. C'est pas tant à cause que je l'aime pas, mais plutôt que ça n'a pas à donner, si je peux dire. Mais j'ai trouvé quelque chose à un moment donné en lisant un livre, et quand je suis tombé là-dessus, je me suis senti comme si je venais de comprendre quelque chose. Alexis de Tocqueville, qui, avec Montesquieu, fait partie de mes auteurs préférés, est un philosophe politique français du 19e siècle. On le considère entre autres comme un précurseur de la sociologie. Il était venu aux États-Unis à l'époque pour étudier et analyser le système des prisons américaines. Durant ce voyage, il n'a pas pu s'empêcher d'analyser la société américaine dans son ensemble, société qui venait tout juste de former une nouvelle république. Ce qui lui a permis de rédiger ce qu'on peut appeler son plus grand hit, de la démocratie en Amérique. Durant son voyage en Amérique, qui se passait au début des années 1830, il est venu faire un tour au Bas-Canada, ou au Canada français si vous préférez, afin de prendre connaissance un peu de ce qui se passait. Quelques écrits découlant de ce voyage ont été rassemblés après sa mort pour en faire un recueil intitulé « Regards sur le Bas-Canada », quand même assez intéressant. Il y a un passage que je vais vous lire dans lequel il tente d'expliquer ce qu'il a perçu des Amérindiens qu'il a rencontrés. Ce sont les êtres les plus orgueilleux de la création. Il n'y en a pas un seul d'entre eux qui, roulé dans sa couverture au pied d'un arbre, ne se croit supérieur au président des États-Unis et au gouverneur du Canada. Tocqueville avait l'air choqué de ça. Pourtant, ce que lui appelle de l'orgueil, moi j'appelle ça de la fierté. Et je vous avoue que je reconnais le peuple québécois dans ce trait. Se penser bon, pas se penser bon pour ce qu'on fait, mais se penser bon simplement pour ce qu'on est, du moment qu'on est bien. Ça a l'air de rien, mais ce trait-là, ça renvoie au principe d'égalité dans une société. Dans un pays donné, du moment que le plus petit et le plus bas des citoyens se pensent au moins aussi bons que le plus grand et le plus haut, les privilèges abusifs deviennent choquants et sont combattus. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux artistes québécois qui vont faire carrière en France et qu'à leur retour racontent à quel point le star system là-bas est différent. Il semblerait pour ceux qui ont du succès que là-bas ils sont adulés et traités de façon presque princière, tandis qu'ici, ils se font aborder banalement par monsieur et madame tout le monde.
On raconte même que pour les humoristes, il n'est pas rare qu'un Québécois qui en rencontre un par hasard lui raconte une joke. Puis il ne se contente pas de lui raconter la joke, il va même jusqu'à donner à l'humoriste l'autorisation de s'en servir dans ses spectacles. Cette fierté-là, cette faculté qu'on a en nous de se penser aussi bon que n'importe qui, c'est ce qui fait que lorsqu'on aura notre monarque, il aura beau porter notre couronne et représenter notre souveraineté, jamais on aura tendance à le considérer comme un demi-dieu à la manière que certains peuples de l'histoire de l'humanité ont déjà considéré leur chef d'État. Le régime ne pourra pas non plus basculer en un régime monarchique semblable à l'ancien régime français, où on pouvait distribuer des titres de noblesse pour distribuer des privilèges. Parce que la façon qu'on se considère et ce qu'on est en tant que peuple n'est tout simplement pas compatible avec ce genre de système. De plus, il faut être conscient que l'idée du royaume populaire, c'est un concept politique qui, à ma connaissance, n'existe pas encore dans le monde actuel. Ce sera une innovation de notre cru. Est-ce qu'on a assez un bon sens de l'organisation au Québec pour établir ce genre de gouvernement et le faire fonctionner? Je suis convaincu que oui, et j'en suis même à penser que c'est notre devoir de le faire. Les derniers siècles de l'histoire de notre civilisation portent à penser qu'il existe peut-être une méthode universelle pour piller les peuples. Mais chaque peuple possède en lui des caractéristiques qui lui sont propres pour se protéger. À quelque part, c'est ça le nationalisme. Et au Parti royaliste du Québec, on juge que la façon qui est la plus appropriée pour défendre les intérêts du Québec est de fonder un royaume populaire. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Cette capsule est la dernière d'une série de 7 qui se veut comme étant une présentation de l'idée générale du parti. Éventuellement, d'autres capsules paraîtront sur des sujets plutôt généraux entourant la politique ou encore sur des sujets d'actualité. En attendant, je vous invite à visiter le site Internet du parti au www.partiroyaliste.québec. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube Royaliste et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter à Samuel J. Giguère. Puis parce que c'est la forme de système qui nous convient, si on veut, on va l'avoir notre royaume. Salut!